Alors, bonjour à tous. Bienvenue à la deuxième partie du Code ou du BSDQ. Aujourd'hui, on va parler de la conformité des soumissions et les différents recours qui découlent du Code du BSDQ. Juste avant de commencer cette deuxième partie, j'aimerais revenir sur deux éléments sur lesquels j'ai passé rapidement hier là, pour apporter un petit peu plus de précision. D'abord, quand j'ai parlé de la possibilité des différents entrepreneurs soumissionnaires de transmettre des soumissions à un ou à l'autre ou à l'ensemble des entrepreneurs généraux, j'ai omis de mentionner que l'entrepreneur général ou les entrepreneurs destinataires ont un peu des droits équivalents, c'est-à-dire qu'un entrepreneur destinataire pourra choisir de prendre ou de ne pas prendre les soumissions d'un ou des soumissionnaires. D'ailleurs, si l'entrepreneur général décide de faire lui-même les travaux d'une spécialité, en plus de devoir détenir évidemment la licence appropriée, il devra ne pas prendre possession des soumissions qui lui sont adressées. Si d'un autre côté, il va être sûr de ne pas avoir à transiger avec un entrepreneur soumissionnaire, il peut décider de ne pas prendre sa soumission, auquel cas, même si ce soumissionnaire-là était le plus bas, il ne sera pas lié et n'aura pas à contracter avec lui. Alors, petite précision là, pour savoir que vous pouvez choisir les entrepreneurs spécialisés auprès de quel entrepreneur destinataire vous voulez soumissionner, mais les entrepreneurs destinataires peuvent également décider s'il y a certains entrepreneurs spécialisés avec qui ils ne veulent pas faire affaire. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est au niveau de l'octroi du contrat. Je vais parler surtout d'octroyer le contrat. Le contrat devait être octroyé à un soumissionnaire conforme. En fait, on a vu que pour des soumissions de 100 000 et plus, la soumission doit être accompagnée d'un cautionnement de soumission et d'une lettre d'intention afin d'être conforme. Donc, les soumissions en haut de 100 000, le Code prévoit que c'est le plus bas soumissionnaire conforme qui aura le contrat. Cependant, en bas de 100 000, quand on n'a pas à déposer obligatoirement avec un cautionnement de soumission et une lettre d'intention, le Code prévoit que l'entrepreneur destinataire peut contracter avec n'importe quel des soumissionnaires conformes. Il n'a pas à contracter avec le plus bas, sauf si l'entrepreneur en question a déposé sa soumission, même s'il n'était pas obligé de le faire, avec un cautionnement de soumission et une lettre d'intention. Alors, à partir du moment où, dans le lot des entrepreneurs soumissionnaires, il y en a un qui soumissionne avec cautionnement et lettre d'intention en bas de 100 000, l'entrepreneur ne pourra jamais accorder le contrat à quelqu'un qui a un prix supérieur à cet entrepreneur-là. Alors, deux petites précisions là, pour l'octroi des contrats et sur la possibilité de l'entrepreneur de ne pas prendre certaines des soumissions. Alors voilà, maintenant, on passe à la partie 2, la conformité des soumissions et les recours. En fait, la conformité des soumissions, c'est le nerf de la guerre du BSDQ. On veut s'assurer que les entrepreneurs, comme je l'ai dit hier, sont en mesure de comparer des pommes avec des pommes, des oranges avec des oranges. Donc, on exige que les soumissions qui sont transmises, soient conformes et soient équivalentes les unes aux autres. Donc, oui, alors voilà. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est donc en préambule, on va faire un retour sur les buts visés par le Code et l'engagement des entrepreneurs, parce que pour déterminer, entre autres, quand on arrivera à la conformité de la soumission, le but visé par le Code sera, ou les buts visés par le Code sont des éléments qui pourront être déterminants afin d'écarter une soumission. Et pour ce qui est des différents recours, on les a, d'ailleurs, on les a vus hier un petit peu, là, ils sont prévus dans l'engagement des différents entrepreneurs. Ensuite, on verra la conformité à proprement dit des soumissions
et du contrat. Ensuite, les recours. Les recours, il y en a 3. On les verra. Puis les principaux arrêts qui viennent établir les principes qui doivent guider la conformité et le choix des soumissionnaires. Encore une fois, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous avez une icône coin supérieur droit de votre écran. Vous pouvez les rédiger au fur et à mesure. Elles seront traitées à la fin ou vous pouvez attendre à la fin, on pourrait y répondre. Et tout comme hier, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit suite à la formation, vous ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire, vous aurez mes coordonnées, donc on vous enverra en fait le PowerPoint, là, vous sera transmis sous forme PDF et vous aurez mes coordonnées, donc gênez-vous pas, vous pourrez m'écrire ou m'appeler, ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, si on vient au préambule et au but visé par le Code, la raison pour laquelle on va tenir compte des buts visés par le Code, c'est que la jurisprudence, en fait, les tribunaux, quand ils tentent de déterminer si le processus d'appel d'offres a été respecté, si une soumission est conforme, vont beaucoup se baser sur les buts visés par le Code. Alors, si un des buts n'est pas atteint, fort probablement qu'un tribunal en arriverait à la conclusion que soit le processus n'a pas été respecté, donc la soumission qui a été déposée ou le contrat qui a été conclu par la suite n'est pas conforme et n'aurait pas dû être conclu, ou soit qu'on va carrément considérer qu'une soumission n'est pas conforme. Alors, dans les buts, vous avez tout d'abord faire en sorte que la personne qui reçoit des soumissions puisse les comparer entre elles. Alors ça va viser le contenu de la soumission au niveau technique. Donc, est-ce qu'on a prévu dans notre soumission l'essentiel de ce qui est contenu au devis? On verra un petit peu plus tard que la jurisprudence dit pour qu'une soumission soit conforme, elle n'a pas à être identique au devis, mais elle doit être substantiellement conforme. Donc, à ce moment-là, on aurait rempli ce but-là, c'est-à-dire obtenir des soumissions qui peuvent être comparées entre elles. Ensuite, l'autre but visé par le Code, c'est assainir la concurrence en assurant la personne qui reçoit des soumissions que les différents soumissionnaires ont fait un effort sérieux pour leur fournir le meilleur prix dès le dépôt de leur soumission. Alors, évidemment, là, certains auront compris qu'on essaie de prévenir la collusion. Hein? On veut s'assurer que les soumissionnaires ont fait un effort pour fournir le meilleur prix possible et non pas tenter de faire augmenter les prix par de la collusion. Alors, la transmission d'informations, des pactes qui pourraient survenir entre différents soumissionnaires pourraient venir entacher le processus du dépôt d'une soumission. Ensuite, autre but, déterminer des règles de soumission communes à tout appel d'offres de façon à améliorer les services offerts au public, aux personnes qui demandent des soumissions et aux entrepreneurs qui soumissionnent, qui reçoivent des soumissions. Alors, on veut établir des règles communes. En fait, c'est le principe de l'égalité des soumissionnaires. On en traitera un petit peu plus loin. Ce qu'on veut dans un processus, c'est que tous les soumissionnaires soient sur le même pied d'égalité. On veut éviter qu'un soit soumissionné, soit favorisé au détriment d'un autre. Donc, on veut s'assurer que l'ensemble de l'information qui est transmise à chaque soumissionnaire est identique, est en tout point conforme. À ce moment-là, chacun est égal et peut travailler à établir un prix sur la même base d'information que son concurrent. Permettre au public, et particulièrement aux maîtres d'ouvrage, de bénéficier des bienfaits d'une saine concurrence et les protéger contre des abus dans le processus de soumission et attribution de contrat. Alors, encore une fois, on parle ici de collusion qui pourrait survenir
et qui pourrait avoir un effet d'augmenter les prix dont pourrait bénéficier un donneur d'ouvrage, mais c'est également aussi de faire en sorte d'éviter qu'un entrepreneur spécialisé mette du temps, des efforts à la préparation d'une soumission pour se la voir enlever ou se faire enlever le contrat au détriment d'un concurrent qui bénéficierait d'informations ou d'entente particulière avec l'entrepreneur destinataire. Alors, ces 4 objectifs visés par le Code seront des guides pour déterminer si le processus a été respecté et si soit la soumission ou soit le contrat sont conformes aux règles établies au BSDQ. Quant aux engagements des entrepreneurs, on revient sur l'engagement du soumissionnaire, encore une fois, parce qu'on voit très bien dans l'engagement les différents recours qui découlent de certaines infractions qui pourraient être commises. Alors, je vous réfère au 2e paragraphe. À l'égard de tous les autres soumissionnaires qui ont agi en conformité du Code, il accepte en cas de contravention de sa part d'être responsable des dommages qui pourraient leur en résulter. Donc, en signant l'engagement, l'entrepreneur soumissionnaire s'engage à dédommager les autres entrepreneurs qui auraient déposé des soumissions si celui qui obtient le contrat, finalement, agit en contravention des règles. À l'égard des parties à l'entente, donc, je vous rappelle, les parties à l'entente, ceux qui ont créé le BSDQ sont l'ACQ, la CMMTQ, la CMEQ. Alors, à l'égard des parties à l'entente établissant le BSDQ, le paragraphe suivant prévoit la possibilité qu'il y ait une amende de 5 % du prix du contrat obtenu. Alors ça, c'est important parce que j'ai déjà eu un appel d'un client qui me disait qu'après avoir consulté un avocat, on lui disait que parce qu'il avait déposé une soumission non conforme, il pourrait être tenu à une amende. C'est pas juste le fait de déposer une soumission non conforme qui donne droit à une pénalité, mais c'est le fait de contracter. La pénalité est calculée sur le prix du contrat obtenu. Alors, il faut qu'il y ait un contrat. Le simple fait de s'être trompé, de déposer une soumission qui ne serait pas conforme, n'aura aucune conséquence juridique. Alors, ce sont les 2 principaux recours advenant le non-respect qui découle de l'engagement qui est signé par le soumissionnaire. Quant à l'entrepreneur destinataire, aux entrepreneurs destinataires, si on regarde l'engagement, il déclare, bon, au 3e paragraphe ici, il accepte que les soumissionnaires, pardon, je me rétracte, 1, 2, 3, 4e paragraphe. À l'égard de tous les autres entrepreneurs destinataires qui ont agi en conformité du Code et à l'égard de tous les soumissionnaires, il accepte en cas de contravention de sa part d'être responsable des dommages qui pourraient leur en résulter. Alors ici, la distinction qu'on a avec l'engagement du soumissionnaire, c'est que le soumissionnaire, dans son engagement, s'engage à dédommager tout autre soumissionnaire qui serait lésé par le non-respect des règles établies au Code par le soumissionnaire qui a obtenu le contrat, en contravention des règles. Le général, lui, il pourrait être tenu responsable des dommages occasionnés et au soumissionnaire qui n'a pas obtenu le contrat et qui aurait dû l'avoir, mais également, il pourrait être tenu responsable des dommages occasionnés à un autre entrepreneur général. Dans quel cas ça peut arriver? Prenez par exemple un entrepreneur destinataire qui prend une soumission non conforme d'un entrepreneur spécialisé et qui, grâce à cette soumission non conforme-là,
obtient le contrat auprès du donneur d'ouvrage. Donc, la différence entre le prix du soumissionnaire non conforme et le deuxième plus bas lui permet d'obtenir le contrat auprès du donneur d'ouvrage. Alors, l'entrepreneur soumissionnaire qui s'est vu refuser le contrat, qui sera accordé à un entrepreneur soumissionnaire non conforme, lui, il a un dommage, il n'a pas obtenu le contrat. Son dommage sera la perte de profit. Mais l'autre entrepreneur général, lui, qui a soumissionné avec le prix du sous-traitant qui est conforme et qui n'a pas obtenu le contrat, en prenant pour acquis que c'est la seule différence entre les deux soumissions des deux entrepreneurs généraux, là, il y a un entrepreneur général qui n'a pas obtenu le contrat auprès du maître d'ouvrage à cause de la différence de prix occasionnée par les deux soumissionnaires, les deux entrepreneurs spécialisés. Donc, l'entrepreneur général qui obtient le contrat à cause de l'octroi d'un contrat à un soumissionnaire non conforme pourra être poursuivi tant par l'entrepreneur spécialisé qui aurait dû obtenir le contrat, mais il pourrait aussi être tenu responsable et poursuivi par l'entrepreneur général qui n'a pas obtenu le contrat à cause du non-respect par l'entrepreneur général des règles du Code du BSDQ. Donc, on peut facilement penser que si le général a droit à sa perte de profit sur la totalité du projet, imaginons que l'entrepreneur général qui a obtenu le contrat en contravention des règles du Code pourrait être tenu à payer s'il paye à la fois la perte de profit de l'entrepreneur spécialisé, mais également la perte de profit de l'entrepreneur général qui n'a pas obtenu le contrat. Alors ça, c'est un élément important à retenir pour des entrepreneurs généraux. La responsabilité peut être très grande. Alors que pour les entrepreneurs soumissionnaires, eux, la possibilité de recours en dommages, elle est strictement envers l'entrepreneur spécialisé qui n'a pas obtenu le contrat et qui aurait dû l'obtenir. Ensuite, l'engagement prévoit également pour l'entrepreneur général une pénalité de 5 de la valeur du contrat accordé ou conclu en violation du Code. Alors ici, le 5 généralement, même si on pourrait prétendre que ça pourrait être le contrat intervenu avec le donneur d'ouvrage, généralement, l'amende qui sera réclamée sera 5 du prix du contrat octroyé à l'entrepreneur soumissionnaire qui n'était pas conforme. La conformité de la soumission et du contrat. Alors, si on parle des dispositions du Code, vous avez l'article D1 qui prévoit que la soumission doit être conforme aux documents de soumission et aux règles du présent Code. Alors, évidemment, le fait de ne pas respecter les documents de soumission et les règles du Code pourront entraîner le rejet de la soumission. On verra un petit peu plus tard. Ce ne sont cependant pas toutes les non-conformités qui entraîneront automatiquement le rejet de la soumission. Ensuite, l'article J2, qui est une disposition importante, prévoit l'entrepreneur destinataire adjudicataire. Alors, le destinataire, c'est celui qui reçoit la soumission. Adjudicataire, c'est celui qui obtient le contrat auprès du donneur d'ouvrage et qui va donner le contrat au soumissionnaire, donc à l'entrepreneur soumissionnaire. L'entrepreneur destinataire adjudicataire est tenu d'accorder le contrat quant à une spécialité assujettie au soumissionnaire qui lui a adressé la plus basse soumission conforme aux dispositions du présent Code et donc il a pris possession. Alors, quand je vous parlais de la prise de possession de l'entrepreneur général, l'entrepreneur destinataire qui ne prend pas possession d'une enveloppe n'est pas lié par le prix qui lui a été fait. Donc, sous réserve des dispositions des articles J3, J4 et J6 du présent Code, dans tous les cas où le soumissionnaire a fourni en même temps que sa soumission un cautionnement de soumission et une lettre d'intention ou une garantie de soumission conforme à ce qui est indiqué au chapitre D du présent Code, que ce cautionnement de soumission et cette lettre d'intention ou cette garantie soient requis ou pas par les documents de soumission ou par le présent Code.
Alors, ce que ça veut dire, cet article-là, c'est que l'entrepreneur destinataire qui donne un contrat doit le donner, dans tous les cas, à l'entrepreneur soumissionnaire qui est le plus bas et qui a fourni un cautionnement de soumission et une lettre d'intention. Compte tenu qu'en haut de 100 000, le cautionnement et la lettre d'intention est obligatoire, en haut de 100 000, on ne se pose pas la question. Si on a déposé sans le cautionnement et la lettre d'intention, la soumission n'est carrément pas conforme. Donc, elle ne peut pas être retenue. En bas de 100 000, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas aller plus haut que celui qui a déposé avec cautionnement lettre d'intention. On ne parle pas de conformité de soumission parce que, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, l'entrepreneur soumissionnaire, pour une soumission en bas de 100 000, n'a pas l'obligation d'inclure un cautionnement de soumission ni de lettre d'intention. Donc, s'il dépose sans cautionnement et lettre d'intention, sa soumission va quand même être conforme. Cependant, s'il dépose avec son cautionnement et la lettre d'intention, l'entrepreneur général ne pourra jamais prendre une soumission plus élevée que la sienne. Alors, J2 prévoit ces dispositions-là. Alors, les recours maintenant. D'abord, on va parler des recours en dommages pour contrats octroyés en contravention des règles du Code. J'en ai parlé. Ça découle de l'engagement qui a été signé, tant par l'entrepreneur général que par l'entrepreneur spécialisé, qui aurait contracté un contrat en contravention des règles. Ensuite, pour tout contrat ou contravention des règles, qui a été obtenu en contravention des règles, et les dommages qui pourront être réclamés, c'est la perte de profit de l'entrepreneur général et ou de l'entrepreneur spécialisé. La majorité des recours qu'on voit, c'est des recours qui sont intentés à l'encontre de l'entrepreneur spécialisé. On en voit à l'occasion, plus rarement, qui sont intentés par un entrepreneur général. La façon d'établir sa perte de profit est probablement l'aspect de la procédure qui est la plus difficile. Parce que établir une contravention aux règles du Code, c'est relativement simple. Établir une non-conformité aussi, mais établir les dommages, c'est un petit peu plus complexe. Ça ne sera pas une opération aussi simple que de fournir votre feuille de calcul et établir que vous aviez prévu, par exemple, de l'administration de profit de 15 La Cour va regarder les aléas d'un projet et pour ce faire, pour essayer de déterminer, nonobstant ce que vous aviez prévu pour ce projet-là, on va souvent regarder les 2-3 dernières années, votre marge bénéficiaire brute établie au cours des années. Alors, et là, on viendra l'appliquer et on pourra venir diminuer. Évidemment, plus que l'écart entre le plus bas soumissionnaire et le deuxième qui aurait dû obtenir le contrat est élevé, plus que ce sera facile d'établir les dommages qui peuvent découler. Si un a été capable de le faire ou était capable de le faire à un prix nettement plus bas, ben, on peut s'imaginer que vous auriez pu le faire à ce prix-là et que le surplus, c'est en fait un manque à gagner, une perte de profit. Alors, mais cet aspect-là du dommage qui peut être réclamé sera généralement l'aspect qui sera le plus difficile, le plus long comme preuve à faire devant les tribunaux. Alors, on vous donne certains exemples de recours pour dommages pour un contrat octroyant en contravention des règles du Code, évidemment soumissionnaire non conforme. Un contrat à un soumissionnaire n'ayant pas passé par le BSDQ lorsque requis. Alors, je le rappelle, encore faut-il que ce soumissionnaire-là, si on veut poursuivre le soumissionnaire, ait signé un engagement. S'il n'a jamais signé d'engagement,
au BSDQ, ben, lui, il n'a pas contracté avec les autres. Il ne s'est pas engagé à payer une pénalité ou à payer des dommages. Donc, le soumissionnaire, lui, ne pourra pas être poursuivi. Par contre, l'entrepreneur général, fort probablement que lui, il a signé un engagement. Et s'il a signé un engagement et qu'il a octroyé un contrat sans avoir respecté les règles du code, même auprès d'un soumissionnaire qui, lui, ne s'est pas engagé, le général pourrait être tenu responsable des dommages qui découlent de l'octroi de ce contrat. Et ensuite, un contrat qui serait non conforme à la soumission. L'entrepreneur doit accorder un contrat conforme à la soumission. Alors, ce n'est pas tout d'avoir une soumission qui est conforme au document d'appel d'offres. Le Code prévoit que le contrat qui est accordé doit être conforme à la soumission. On ne peut pas venir changer les conditions d'exécution, on ne peut pas changer différents matériaux, différentes composantes, des équipements qui sont prévus à la soumission. On ne peut pas en changer le prix. Le Code permet, par exemple, certaines clauses qui peuvent avoir un effet sur le prix. Par exemple, des clauses d'escompte. Si vous décidez de payer à l'intérieur de 30 jours, le sous-traitant vous donnera un escompte de 1 ou de 2 %. Alors ça, on est venu déterminer que ça ne modifie pas le prix du contrat. Mais si on vient changer les conditions d'exécution, si on vient exclure certains travaux, de ce qui était privé à la soumission dans le contrat ne sera pas conforme à la soumission et ça peut entraîner un recours de la part des autres ou de l'autre soumissionnaire qui aurait pu obtenir le contrat. Ensuite, recours contre le soumissionnaire le plus bas qui refuse de contracter. Alors, vous devez savoir que le Code prévoit que le plus bas soumissionnaire, en fait, quand vous présentez une soumission, c'est une offre de contracter. Le Code prévoit un délai où votre soumission, si elle n'a pas fait l'objet du droit de retrait ou du droit de reprise qu'on a vu hier, bien, à partir du moment où ces deux droits-là sont expirés, la soumission devient irrévocable pendant un certain délai. Ce délai-là est généralement, évidemment, composé du délai entre l'ouverture des soumissions BSDQ et le délai de clôture pour la présentation et l'ouverture des offres des entrepreneurs généraux auprès du maître de l'ouvrage, mais également d'un délai supplémentaire qui est d'à peu près 30 à 45 jours, le temps que le donneur d'ouvrage confirme le contrat à l'entrepreneur général qui, lui, par la suite, va accorder le contrat. Donc, pendant toute cette période-là, la soumission ne peut pas être retirée par le soumissionnaire. Et si l'entrepreneur décide de contracter avec l'un ou l'autre des soumissionnaires, le soumissionnaire choisi a l'obligation, si on est toujours dans le délai le délai où l'offre ne peut pas être retirée, le soumissionnaire devra contracter. À défaut de quoi, il pourrait se faire poursuivre pour des dommages que l'entrepreneur adjudicataire pourrait subir. Alors, les dommages que l'adjudicataire pourrait subir, c'est la différence entre le plus bas, en fait, la soumission de l'entrepreneur retenu, et le suivant. Évidemment, si on est dans un cas où le prix de la soumission est en haut de 100 000, ben, on comprendra que l'obligation d'accorder le contrat par le général, c'est au plus bas soumissionnaire, conforme. En bas de 100 000, comme je vous l'ai dit, il peut choisir n'importe lequel entre le premier et le dernier, sauf s'il y en a un qui dépose avec cautionnement et lettre d'intention. Alors, celui qui sera choisi, si la soumission n'est pas retenue et qu'il est le plus bas, ben, l'entrepreneur général pourrait le poursuivre s'il refuse de contracter pour la différence entre le deuxième qui suit. Là où ça devient un petit peu plus complexe, c'est si l'entrepreneur général décide de prendre, par exemple, dans la série d'entrepreneurs ayant déposé des soumissions, le 3e sur 4
Alors, si je choisis le troisième dans l'ordre de prix et que le troisième ne contracte pas, le recours va être plus difficile à intenter en prétendant qu'il a dû contracter avec le quatrième et qu'il a subi un dommage parce qu'il aurait pu aussi contracter avec le deuxième qu'il n'a pas choisi au départ ou même le premier et il aurait économisé. Le dommage sera donc plus difficile à prouver dans le cadre d'une soumission en bas de 100 000 si vous êtes le deuxième ou le troisième et que vous refusez de contracter. Cependant, c'est quand même une possibilité. Et si l'entrepreneur réussit à démontrer des raisons suffisantes qui l'ont incité à ne pas contracter avec le premier et le deuxième, ben, s'il y a un dommage parce qu'il doit contracter avec le quatrième et le troisième refuse de contracter, ben, le troisième pourrait être tenu de ces dommages. Pour les soumissions en haut de 100 000, vous vous souvenez, vous devez déposer votre soumission avec un cautionnement de soumission. Alors, si vous refusez de contracter, l'entrepreneur général pourra s'adresser ou utiliser directement votre garantie de soumission. Alors, déjà, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls dommages et que ça va se limiter à ça. Si votre garantie de soumission est de 10 de la valeur de la soumission, mais que le deuxième plus bas, la différence de prix est de 20 du prix de votre soumission, ben, l'entrepreneur général pourra s'approprier le cautionnement qui représente 10 puis le 10 restant, ben, il pourra poursuivre l'entrepreneur spécialisé pour le réclamer. Troisième recours, c'est la pénalité. Alors, c'est le fameux 5 Je passe rapidement, on l'a vu. Prévu à l'engagement, il est prévu également au Code à l'article J6. Donc, 5 du prix du contrat obtenu. Alors, évidemment, si vous n'avez pas accordé ou vous n'avez pas obtenu de contrat, le 5 ne pourrait pas s'appliquer. Cependant, si vous avez obtenu un contrat, là, le 5 pourra s'appliquer. Élément important à retenir par rapport à la pénalité, parce qu'on verra plus tard qu'il y a certaines non-conformités. Un entrepreneur pourrait déposer une soumission dont la non-conformité pourrait être jugée comme mineure, donc n'entraînant pas nécessairement son rejet et permettant à l'entrepreneur général destinataire de contracter avec cet entrepreneur soumissionnaire. Sachez que même si le Code autorise dans certains cas l'entrepreneur général de contracter avec un soumissionnaire qui a déposé une soumission non conforme, mais dont la non-conformité est mineure, le Code prévoit cependant que l'entrepreneur spécialisé qui passera un contrat avec et qui découle d'une soumission non conforme pourra être tenu de payer la pénalité. Donc, le Code prévoit si la non-conformité est mineure, il y a possibilité de contrat. L'entrepreneur spécialisé ne peut pas refuser de contracter en plaidant que sa soumission n'est pas conforme à ce moment-là. Et le Code prévoit qu'il pourra être tenu à payer un 5 du prix du contrat obtenu. D'où l'importance de s'assurer de la conformité de sa soumission à tous les points, à tous les niveaux, pour éviter d'être pris dans une situation où on vous oblige de contracter, mais parallèlement à ça, l'ACQ ou la CMMTQ ou la CMEQ vous réclame un 5 du prix du contrat parce que votre soumission était quand même non conforme. Ça nous amène aux principes établis par les tribunaux. Alors, j'ai séparé la présentation en fonction des principes établis par la Cour suprême du Canada, qui est le plus haut tribunal au Canada. Ensuite, la Cour d'appel du Québec, qui est le plus haut tribunal au Québec. Et ensuite, certaines décisions des tribunaux inférieurs, soit la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Alors, évidemment, je vais tenter de vous exposer des principes
en étant le moins aride possible, en faisant le moins possible référence aux éléments discutés dans les jugements, mais à l'occasion, ça peut être intéressant de voir certains passages de certains jugements qui sont venus établir le principe. Alors, donc, dans un premier temps, la Cour suprême du Canada, les décisions qui ont été rendues par la Cour suprême du Canada sont des décisions qui portent sur des appels d'offres en général, donc tout le processus d'appel d'offres. Alors, on ne parle pas seulement que le BSDQ, en fait, on ne parle pas du BSDQ spécifiquement, on parle du processus d'appel d'offres. Mais les règles établies au Code étant similaires aux autres systèmes d'appel d'offres, les principes établis par la Cour suprême du Canada peuvent trouver application quand on traite de cas du BSDQ. Alors, les règles de la Cour suprême du Canada, c'est des principes de base. Alors, c'est des éléments, ça, qui sont en très mauvais français basiques et que vous devriez connaître là, quand vient le temps de démêler si le processus a été respecté ou n'a pas été respecté dans la présentation d'une soumission. Alors, vous avez 3 décisions importantes qui ont été rendues. Elles sont là, vous les aurez dans votre... Si jamais il y en a qui se sentent interpellés et qui veulent mettre ça sur leur table de chevet pour certaines lectures dans vos périodes d'insomnie, ça risque de vous aider à vous endormir, mais ça peut aussi, pour certains passages, être intéressant. En fait, dans ces décisions-là, je vous ai résumé là, les éléments importants qui viennent établir les principes. Alors, si on parle de la première décision, MJB Enterprise Limited, la Cour est venue dire, en sollicitant des soumissions au moyen d'un processus officiel d'appel d'offres comportant de la documentation et des conditions complexes, l'intimé a à tout le moins offert d'examiner des soumissions en vue de la conclusion du contrat B. Alors, contrat B étant le contrat d'entreprise intervenant entre les deux, entre le soumissionnaire et le donneur d'ouvrage. En présentant sa soumission, et ça, c'est la partie importante, l'appelant a accepté cette offre. La présentation de la soumission est une contrepartie valable de la promesse de l'intimé, puisque la soumission préparée à grands frais par l'appelant et accompagnée de la garantie de soumission représentait un avantage pour l'intimé. Alors, celui qui reçoit la soumission, ben, lui, il en tire un avantage, ne serait-ce que pour avoir un meilleur prix ou si il demande des prix à plusieurs personnes en s'assurant que les autres vont être méticuleux dans la présentation de leur soumission dans le but d'espérer pouvoir remporter le contrat. Alors, la question qu'il faut résoudre est ensuite est celle de la nature précise des obligations contractuelles de l'intimé. À cet égard, il m'est difficile d'admettre que l'appelante ou que l'un des autres entrepreneurs aurait décidé de présenter une soumission. Alors, l'appelante, c'est le soumissionnaire. S'il n'avait pas été en mesure, il n'avait pas été entendu que seule une soumission conforme serait acceptée. Alors, le principe dans MJB Enterprise, la Cour suprême est venue dire, quand quelqu'un établit un principe ou un processus d'appel d'offres, il dit ni plus ni moins à ceux qui vont présenter, qui vont se soumettre à cet exercice-là, si tu suis l'exercice que je fais et que je demande, moi, je m'engage à ne considérer que ceux qui auront respecté le processus. Alors, si on l'applique au BSDQ, c'est un peu ça. À partir du moment où on s'engage au BSDQ et quelqu'un demande des soumissions, on s'engage à respecter les règles. S'il y a des entrepreneurs qui ont aussi l'habitude de passer par le SEAO, le système d'appel d'offres électronique du gouvernement du Québec, c'est le même principe. Le gouvernement établit une procédure d'appel d'offres. Ce que la Cour suprême vient dire, c'est qu'à partir du moment où il y a un processus d'appel d'offres qui est mis en place, celui qui le met en place s'engage en contrepartie à ne considérer que des offres qui découlent ou qui lui ont été transmises
par le biais du processus qu'il a mis en place. Donc, il y a une présomption à l'effet que le donneur d'ouvrage s'engage à n'accorder le contrat qu'à un soumissionnaire conforme. Alors, dans Martel Building, on est venu reprendre ce principe-là et on est venu rajouter. On reprend la théorie de l'obligation implicite d'accorder qu'à un entrepreneur conforme, mais ici, on réitère l'obligation, en fait, on établit le principe du traitement équitable des soumissionnaires. Alors, la Cour suprême vient dire, quand on établit un processus, le processus implicitement, même si ce n'est pas clairement établi, c'est dans le but de s'assurer que tout le monde sera traité de façon équitable. Souvenez-vous que c'est un des principes de base qui a été, en fait, qui était indiqué là, dans le préambule du Code. C'est un des buts visés par le Code. Alors, ce but-là, il est avalisé par la Cour suprême du Canada, qui en fait un principe applicable à tous les systèmes d'appel d'offres. Alors, tous les soumissionnaires doivent être traités équitablement. Dans la troisième décision, WN Earth Movers, on reprend les principes établis dans les deux décisions précédentes et on établit que les obligations du donneur d'ouvrage envers les soumissionnaires cessent à la conclusion du contrat d'entreprise. Alors, souvenez-vous des deux premiers principes qu'on a vus. Un, on doit accorder le contrat à un soumissionnaire conforme. Deux, on doit traiter tout le monde sur le même pied d'égalité, équitablement. Mais là, on se demandait dans cette décision-là, si on doit traiter tout le monde équitablement. Traiter tout le monde équitablement, ça veut dire que le contrat doit être conforme aux soumissions qui ont été présentées, puis aux documents d'appel d'offres sur lesquels tous les soumissionnaires ont eu à présenter une soumission. On ne peut pas venir commencer à modifier, changer des termes, puis là, négocier des prix parce qu'on enlève des travaux. Mais à quel moment cette obligation de traiter équitablement et sur le même pied d'égalité tous les soumissionnaires s'arrête-t-elle? Dans WN, la Cour suprême est venue dire c'est à la conclusion du contrat. Lorsque le contrat entre, par exemple, au BSDQ, l'entrepreneur général et le sous-traitant a été conclu, conformément aux règles, conformément aux documents d'appel d'offres, conformément à la soumission. Suite à ça, le principe d'égalité entre soumissionnaires cesse. C'est-à-dire que là, s'il y a des modifications dans les travaux, dans les conditions d'exécution, on donne le droit aux entrepreneurs de négocier et de modifier les termes du contrat. Évidemment, il y a toute une question de bonne foi, parce que vous pourrez dire, ben oui, mais on a juste à s'entendre avant, on signe le contrat, puis c'est après qu'on fait la modification. Dans WN, la Cour suprême vient dire qu'on prend pour acquis que tout le monde est de bonne foi et que, conséquemment, les modifications sont décidées et surviennent après la conclusion du contrat. Alors, on a pu, et on n'aurait pas, parce qu'autrement, si on ne prend pas ce principe-là, ça voudrait dire que si on veut modifier le contrat qui est intervenu entre l'entrepreneur destinataire et le soumissionnaire, il faudrait retourner voir tous les autres soumissionnaires et leur donner la possibilité de refaire un prix. Et là, s'il y en a un qui est plus bas, ben, lui accorder le contrat. Alors, ça amènerait un paquet d'éléments. Un, des délais, mais deux, là, tout le monde connaît le prix du plus bas. Et là, ben, on pourrait venir jouer avec ces chiffres-là pour essayer de le battre. Alors, vous comprendrez que, question pratique, la Cour suprême a été bien avisée de dire, ben, quand on passe le contrat, l'égalité entre les soumissionnaires, le principe de l'égalité doit cesser. Alors, dans cette décision-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît pour la première fois la possibilité pour un donneur d'ouvrage, ici on prévoit un entrepreneur destinataire, d'accepter dans certains cas une soumission non conforme. Évidemment, la soumission non conforme pourrait être acceptée seulement si les documents d'appel d'offres n'en font pas une condition essentielle. Donc, si dans les documents d'appel d'offres, on prévoit qu'un élément est essentiel,
on prévoit que cet élément-là est obligatoire. Et souvent, c'est écrit comme tel. On prévoit que le défaut de faire telle chose ou de prévoir telle chose ou d'omettre telle chose entraînera le rejet automatique. Ça, c'est une condition essentielle. Alors, si on enfreint une condition essentielle, évidemment, la soumission ne peut pas être retenue. Ensuite, la non-conformité ne doit pas avoir d'influence sur le prix de la soumission. Dans bien des cas, il y a des entrepreneurs qui m'appellent et me disent « Ouais, mais telle affaire, ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le prix. » Oui, c'est facile à dire après, mais avant, peut-être que ça aurait pu en avoir plus. Alors, c'est toujours plus facile après de dire « Ah non, ça n'a pas d'influence sur le prix. » Alors, pour éviter d'embarquer dans des discussions sur le quantum, le montant, quelle influence, quel montant ça aurait eu sur le prix, bien, la Cour a dit qu'il ne faut pas que ça ait d'influence sur le prix de la soumission. Ensuite, ça ne doit pas avoir d'incidence sur l'exécution des travaux. Alors, ça ne peut pas avoir d'incidence sur les délais, sur la qualité, sur l'ampleur des travaux. Ça a une incidence, même si ça n'a pas d'incidence sur le prix, sur un de ces éléments-là, c'est sûr que du temps, c'est de l'argent. Donc, si ça a une influence sur le délai d'exécution, un autre entrepreneur pourrait dire, j'aurais pas accoté ce prix-là si on m'avait donné le même délai. Si les conditions d'exécution diffèrent, si l'ampleur des travaux, finalement, c'est pas tout à fait la même chose que ce sur quoi les autres soumissionnaires ont soumissionné. Donc, ça ne doit pas avoir d'incidence sur l'exécution des travaux. Si ces deux conditions-là sont respectées, à ce moment-là, on pourrait considérer une non-conformité comme mineure et permettre que la soumission soit retenue. Ensuite, on tombe avec des décisions de la Cour d'appel du Québec. Vous en avez une série, vous les avez à titre de référence. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est beaucoup plus les principes qui doivent se dégager. Alors, dans la première, Kirsten, on établit que les obligations découlant du code, là, c'est vraiment le code de BSDQ, sont de nature contractuelle. Alors, quand je vous disais que c'est l'engagement que vous signez qui crée des obligations, la Cour d'appel est venue dire, effectivement, en signant l'engagement, pardon, vous créez des obligations envers les autres adhérents, mais également envers les parties qui ont établi le BSDQ. Dans l'autre décision, assez mutuelle, on réitère le caractère contractuel des obligations qui découlent du Code. On précise les règles d'interprétation du Code et on vient utiliser le préambule du Code, les objectifs. On reconnaît qu'une irrégularité n'est pas nécessairement fatale. Alors, voilà, je passe rapidement, le temps file. Dans l'autre immeuble Christian Bélanger, la Cour reconnaît la validité de la clause pénale de 5 %. Alors, on est venu valider le 5 %. On vient réitérer le caractère contractuel du Code, puis on reconnaît que le contrat qui est formé par l'adhésion n'est pas contraire à l'ordre public. En fait, on plaidait là-dedans qu'on ne laissait pas vraiment le choix aux entrepreneurs d'adhérer ou pas, parce que si on n'adhérait pas, on ne pouvait pas avoir, on perdait accès à la majorité des contrats dans le commercial, industriel, institutionnel. Donc, c'est contraire à l'ordre public de venir établir un système comme ça. La Cour a dit non, c'est pas contraire à l'ordre public. Au contraire, c'est pour venir assainir la concurrence. Donc, on reconnaît la validité du Code. Dans ALTA, on réitère un caractère contractuel, on donne un caractère d'ordre public. Alors là, non seulement on reconnaît la validité du Code, mais on dit que le Code, le respect du Code, lorsqu'on y adhère, a un caractère d'ordre public, donc de protection et de ceux qui y adhèrent et des gens qui en bénéficient, comme les maîtres d'œuvre. Quand on donne un caractère d'ordre public à quelque chose, ça veut dire que même par convention, on ne peut pas y renoncer. Alors, vous ne pourriez pas, entre le donneur d'ouvrage et l'entrepreneur général et le soumissionnaire, convenir que nonobstant ce qui prévaut au Code, on décide de ne pas l'appliquer. Alors, il y a un caractère d'ordre public.
Et on vient établir que le code n'est pas un contrat d'adhésion, parce qu'un contrat d'adhésion s'établit toujours en faveur de celui qui y adhère. Donc, le soumissionnaire plaidait ici que les règles, en cas d'interprétation, ça doit s'interpréter en sa faveur parce que c'est un contrat d'adhésion. La Cour a dit, même si vous signez qu'un seul document puis vous adhérez à l'ensemble des règles, les règles d'interprétation du contrat d'adhésion ne trouvent pas application. Dans la Convention des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec contre réfrigération Noël, on reconnaît qu'une soumission ne peut pas être à 100% identique au document. C'est ce dont je vous mentionnais tout à l'heure. RPM, c'est une décision en matière d'appel d'offres, mais qui n'a pas trait directement au BSDQ, mais qui vient établir ce que c'est qu'une non-conformité mineure par rapport à une non-conformité majeure. La non-conformité mineure peut être une non-conformité qui pourrait permettre de conclure un contrat sans qu'on considère la soumission comme non valable. On vient rétablir le facteur de l'égalité des soumissionnaires. D'ailleurs, la question de la non-conformité mineure est prévue à l'article J6, je le rappelle. Le Code, maintenant, prévoit spécifiquement qu'il y a possibilité pour un entrepreneur général d'accorder un contrat à un soumissionnaire qui aurait déposé une non-conformité mineure. Je passe rapidement pour en arriver à la question, en fait, à la période de questions, les principaux éléments, les principes qui ont été retenus par les tribunaux, vous les avez principalement Cour suprême, Cour d'appel. Les autres décisions qui ont été mentionnées, qui font partie du PowerPoint, de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, sont essentiellement des décisions qui sont venues réappliquer les principes établis par la Cour suprême ou la Cour du Québec. Alors voilà, j'aurais pu encore filer pour une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Vous aurez le complément dans le PowerPoint qui vous sera remis d'ici quelques jours. En fait, je pense que l'envoi sera fait demain. Comme je vous dis, si vous avez des questions auxquelles on ne pourrait pas répondre ce matin parce que je vois qu'on est déjà rendu à 12:05, n'hésitez pas à me les transmettre, soit par téléphone ou par courriel. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et je passe la parole, c'est la même personne qu'hier, Nathalie, pour la période de questions, pour ceux qui en auraient. On a vraiment reçu beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, en fait, on va essayer de faire les réponses les plus courtes possibles, mais advenant le cas, on n'aurait pas le temps de voir toutes les questions. Les réponses se trouveront là, dans le document qui sera envoyé dans les prochains jours avec les liens de réécoute, puis votre présentation PowerPoint. On pourra mettre les questions là, auxquelles on n'aura pas le temps de répondre. Donc, la première question serait, est-ce que les entrepreneurs spécialisés doivent connaître les entrepreneurs destinataires afin de soumissionner ou ils peuvent déposer pour tous? En fait, quand vous voulez déposer une soumission au BSDQ, vous pouvez vous adresser au BSDQ. Ils vont vous fournir la liste des entrepreneurs destinataires qui ont démontré un intérêt. Alors, tous ceux qui veulent aller chercher une soumission, vous aurez la liste. Et là, c'est à vous de décider si vous envoyez une soumission à l'ensemble des entrepreneurs destinataires ou si vous décidez d'envoyer des soumissions seulement qu'à certains d'entre eux. J'espère que ça répond à la question. Oui, la question suivante. Lorsqu'une soumission contient des exclusions, elle est automatiquement non conforme, mais est-ce qu'on peut la prendre quand même et effectuer nous-mêmes les exclusions? Non, en fait, une soumission qui contient des exclusions n'est pas nécessairement non conforme. J'expliquais hier que si les exclusions concernent des éléments prévus au devis, alors, dans les documents d'appel d'offres, là, la soumission sera non conforme parce qu'on vient exclure des choses qui faisaient partie de la spécialité et les règles du Code prévoient qu'une soumission doit être complète. Si vous mettez des exclusions, par exemple, conditions d'hiver, mais il n'y a rien dans le devis qui prévoit des conditions d'hiver,
ou l'absence de conditions d'hiver, puis que les travaux sont prévus théoriquement en été, bien là, vous excluez quelque chose que vous n'avez pas à faire. Alors, je disais que l'exclusion est inutile, mais il ne faut juste pas penser que dès qu'il y a des exclusions, la soumission devient non conforme. Maintenant, à partir du moment où il y aurait des exclusions rendant la soumission non conforme, vous ne pouvez pas contracter. Si vous contractez avec un soumissionnaire qui a déposé une soumission non conforme, vous serez exposé au recours qu'on a vu aujourd'hui. Question suivante. Est-ce qu'un entrepreneur spécialisé peut retirer sa soumission 2 heures avant la fermeture pour les entrepreneurs généraux? Non, le Code prévoit un minimum de 8 heures ouvrables. Alors, ouvrable, ça veut dire une journée ouvrable avant l'ouverture des soumissions. Entre les généraux et les entrepreneurs et les donneurs d'ouvrage, pardon. En système intérieur, nous ne voulons pas prendre les prix de BSDQ puisque nous souhaitons effectuer nous-mêmes les travaux. Est-il possible d'engager un plâtrier? En fait, là, je présume que la question me vient d'un entrepreneur général. 2 choses. 1, vous devez avoir la licence requise pour exécuter ces travaux spécialisés. 2, vous ne devez pas prendre possession des soumissions déposées au BSDQ en système intérieur. Et 3, la personne qui va ou les personnes qui vont exécuter les travaux devront être, en très mauvais français encore une fois, sur votre payroll. Vous ne pourrez pas accorder des travailleurs autonomes en construction, ça n'existe pas. Alors, vous faites affaire avec une entreprise qui vous transmet une soumission et qui exécute les travaux, ou vous les faites vous-même, vous ne prenez pas possession des soumissions BSDQ, mais les gens doivent être sur votre payroll. On poursuit avec une autre question. En excavation, nous voulons effectuer les travaux. Toutefois, au devis, il est demandé un personnel qualifié pour la pose de gazon synthétique. Pouvons-nous engager un sous-traitant pour cette partie seulement? Oui. En fait, là, je présume que c'est l'entrepreneur soumissionnaire en excavation qui fait la demande, qui pose la question. Si l'entrepreneur en excavation dépose une soumission, lui, dans sa soumission, il n'est pas nécessairement tenu parce qu'il n'a pas signé l'engagement d'entrepreneur général. Il pourrait aller chercher ou s'adjoindre d'autres entrepreneurs pour l'aider à exécuter son contrat. Maintenant, s'il agit à titre d'entrepreneur général sur un projet, par exemple, de génie civil, construction de rue ou d'infrastructure, là, à ce moment-là, il faudrait regarder si, lui a signé un engagement à titre d'entrepreneur général auprès du BSDQ, et d'autre part, si les travaux de gazon synthétique sont des spécialités assujetties au Code. Parce que si ce n'est pas une spécialité assujettie au Code, à ce moment-là, évidemment, on n'a pas besoin de passer par le Code, la spécialité n'étant pas assujettie. Alors ça, c'est la première étape qu'il faut faire. Toujours regarder si la spécialité en question, le type de travaux qu'on veut confier en sous-traitance, si on a signé un engagement d'entrepreneur général au BSDQ, regardez, est-ce que les travaux qu'on veut accorder par sous-contrat font partie d'une spécialité assujettie au BSDQ dans notre région ou à travers la province, pardon. Il reste encore quelques questions non répondues. Là, on a atteint l'heure pour le webinaire. En fait, comme je disais, les questions seront, avec les réponses, seront mises dans le document qui sera envoyé par la suite. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie de votre écoute. C'est un bref survol qu'on a fait hier aujourd'hui. Il y a plusieurs règles qui pourraient venir compléter ce dont on a discuté. Par contre, je pense que comme première approche, pour vous permettre d'être plus familier avec le Code, vous avez les dispositions ou les principes les plus importants. Si vous décidez de commencer à utiliser le BSDQ et que vous avez des questions, gênez-vous pas. On l'a dit tout à l'heure, vous avez les coordonnées. Ça nous fera toujours plaisir de répondre à vos questions, de vous assister
et de vous conseiller dans vos démarches. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et encore une fois, merci de votre écoute.